vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tous les cinémas, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, la chlordécone au cœur de la séance plénière de la CTM ce vendredi. Le préfet de Martinique et le directeur de l'ARS étaient face aux élus. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Léon Laurent Valère n'est plus. L'ancien avocat et magistrat est décédé hier soir à Fort-de-France. Dans ce journal, un extrait de l'émission Le Club ATV RCI qui lui était consacré en 2008. Un bus à disposition des fêtards pour lutter contre l'alcool au volant. Nous avons suivi cette initiative mise en place lors de la nuit du sport, une soirée carnavalesque, c'était hier soir au Carbet. Et puis bientôt le grand départ pour les skippers de la semaine nautique internationale de Schellcher. Nous ferons le point sur les forces en présence lors de cette régate avec notre invité ce soir, Michel Zoug, qui fait partie de l'organisation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La chlordécone, donc une nouvelle fois au cœur de l'actualité ce vendredi. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique ont invité les plus hauts représentants de l'État en Martinique pour obtenir les dernières informations sur le dossier. Compte rendu avec ce reportage de Guy Raphaël René. C'est accompagné des directeurs de l'ADAF et de l'ARS que Franck Robin s'est exprimé devant l'Assemblée. Une intervention en 3 volets. Il a commencé par faire le point sur les contrôles et analyses effectués en 2017, puis divulguer les dernières données scientifiques. D'abord, on trouve de la chlordécone dans 92% de la population martiniquaise. C'est beaucoup. Deuxièmement, la chlordécone, et c'est un point plus positif, a une demi-vie de 165 jours. Ça veut dire que tous les 6 mois, on diminue par 2 le taux de chlordécone que l'on peut avoir dans le sang, à condition de ne plus être exposé à la chlordécone. Pour finir, il s'est prononcé sur le renforcement de la sensibilisation de la population. 2018 doit être une année majeure de communication sur la chlordécone afin de parvenir à mieux sensibiliser la population. Une discussion de près de 3 heures qui ne figurait pas à l'ordre du jour, mais qui a répondu favorablement aux attentes des conseillers de l'Assemblée. Beaucoup d'élus n'étaient pas au même niveau d'information et je trouve que globalement, c'est l'Assemblée tout entière, majorité opposition, qui sont grandis de ce type de séance-là. Nous avons montré notre capacité tous, je le répète, à hisser le niveau pour être à la hauteur des attentes du peuple martiniquais et honorer un peu le maillot qu'on porte d'élus représentant le peuple martiniquais. Il y a eu la possibilité pour plusieurs d'entre nous d'interpeller directement le représentant de l'État, qui lui-même aussi a participé de manière active avec les services de l'État à l'échange sur cette question fondamentale pour la santé des Martiniquais et la production agricole et aussi pour la pêche, cette question de la pollution aux organochlorés. Donc on peut se féliciter de cette démarche et de la qualité aussi du débat que nous avons eu avec les représentants de l'État. Le président de l'exécutif a également fait une intervention soulignant la responsabilité de l'État dans l'introduction et la propagation de la molécule en Martinique. Quand je parle de la responsabilité de l'État, je ne parle pas de la responsabilité du préfet, celui qui est là. Et pas de ça qu'il s'agit. Le préfet représente l'État, tout à fait normal. Mais je parle de tacito sensu. Qu'on le reprenne bien, la responsabilité de l'État. La venue d'un préfet dans l'hémicycle de la CTM, un fait inédit jusqu'ici. Une démarche à l'initiative du président de l'Assemblée. C'est un signe, je dis bien, de cette volonté de travailler davantage en concertation, mais je pense que ce qui s'est passé ce matin peut se répéter sur de grands sujets. C'était une manière d'expérimenter d'ailleurs cette possibilité que nous offre la loi
qui a institué la collectivité territoriale de Martinique, il y a un article qui dit que par accord entre le président de l'Assemblée et le préfet peut être entendu par l'Assemblée. C'est cet article que j'ai utilisé pour inviter le préfet donc, à cette séance d'aujourd'hui. Comme preuve de l'engagement de l'État dans ce dossier, un colloque aura lieu en octobre 2018 sur l'état des connaissances scientifiques et une cartographie des sols devrait être mise en ligne avant la fin du premier semestre. Justice, on connaît donc la date du procès d'Alfred Marie-Jeanne. Il devrait comparaître le 21 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Rappelez-vous, l'affaire avait été dépaysée, les faits reprochés, prise d'illégal d'intérêt, faux et usage de faux. On fait le point avec notre correspondant à Paris, Éric Dupuis. Ces images d'Alfred Marie-Jeanne triomphant devant le tribunal de Fort-de-France remontent à mars 2016. À l'époque, le député vient d'être élu 3 mois auparavant à la tête de la collectivité. Il se présente devant le juge avec nombre de ses partisans. Face au tumulte de l'Assemblée, le président du tribunal renvoie tout de suite l'affaire. Le procès est par la suite dépaysé à Paris à la demande du procureur. Alfred Marie-Jeanne tente de faire annuler en vain cette décision de justice. Nous sommes alors en septembre 2016, à 9 mois des élections législatives. Rappelez-vous, l'affaire Green Parrot a éclaté début 2010, déjà en période préélectorale. Depuis le début de cette affaire, Alfred Marie-Jeanne s'est débattu juridiquement sur la forme, mais il n'a jamais évoqué publiquement le fond de cette affaire. Seule l'audience devant les magistrats peut l'en contraindre et il se pourrait bien qu'on entende pour la première fois évoquer les signatures de lettres et contrats de financement public, on parle de 200 000 € tout de même, qui ont transité de manière peu conventionnelle entre la préfecture et la région au moment des faits, il y a plus de 10 ans. Seulement aujourd'hui, Alfred Marie-Jeanne est moins soutenu politiquement et publiquement aussi. Il n'est plus député et sa carrière politique à 82 ans n'est plus vraiment un enjeu. Reste à l'homme de défendre son honneur qu'il estime bafoué dans cette histoire. Il en aura l'occasion le 21 mars prochain au Palais de justice de Paris. Il encourt de la prison, une forte amende et une peine d'inéligibilité. Également dans l'actualité de ce vendredi, une figure du monde judiciaire en Martinique, Léon Laurent Valère, est décédé hier soir à l'hôpital Pierre-Zobda-Kittmann à Fort-de-France. Avocat, premier président de la Cour d'appel d'Agen dans l'Hexagone et homme politique, il était respecté par ses confrères martiniquais. Ils ont reconnu en lui un homme brillant. On se rappelle également de la campagne municipale à Fort-de-France en 1974, une campagne qui l'aura poussé à quitter la Martinique. Sandrine Claude. Je sais que ça va scandaliser certaines personnes. Je me suis toujours refusé à faire de Marny un héros. Pierre-Juste Marny, l'une des figures emblématiques parmi les clients que Léon Laurent Valère aura défendu. Avec une carrière débutée en 1959, l'homme passera 30 ans au barreau de Fort-de-France. Maître Daniel Marceline fait partie des confrères qui l'aura marqué. Il a quitté le barreau en 1979, c'est moi qui ai succédé à son cabinet et donc c'était pour moi un très grand honneur. Et quand il est revenu à la Martinique, j'ai également eu l'honneur, c'est lui qui m'a accroché la médaille de la Légion d'honneur. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des relations pas très fréquentes mais très fortes, de beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Militant gaulliste, en 1977, l'homme se présente au municipal de Fort-de-France face à Aimé Césaire. Pendant la campagne, une affiche signée PPM le caricature. Et un tract vous présente sous les traits de King Kong, le singe que le cinéma a immortalisé. C'est un épisode de ma vie militante dont je ne suis pas particulièrement fier. Enfin, c'était les pratiques de l'époque. Je dois dire à l'honneur de Grand Maison que ce n'est pas la première fois qu'il dit cela. Il y a plusieurs années, il l'a fait sur les ondes d'une radio périphérique. Il l'a répété, il l'a écrit à l'occasion d'un article que j'ai retrouvé. Je dirais juste, pour lui faire un peu de peine, que j'aurais préféré que les violences dont j'ai été l'objet entre 1964 et 1977 n'aient pas eu lieu non plus. Et que la surprise de certains partis politiques de ma présence ne se soit pas traduite par des actions violentes. Un homme présent et disponible pour les autres. Léon Laurent Valère a inspiré de nombreuses personnalités du milieu. Il m'a toujours accompagnée, il m'a appris comment me comporter, comment
être avec l'autre et homme de très grande générosité, me racontant son histoire lors de la défense de M. Marny. Et j'ai découvert cet homme sous une facette qui ne révèle pas habituellement. Et je suis particulièrement touchée parce qu'il y a quelques semaines, nous rigolions encore au téléphone sur mon bâtonnat, sur le barreau de Martinique. Et il m'exprimait son bonheur à avoir un bâtonnier femme dont il était sûr qu'elle allait mener son barreau et comprendre le souhait des confrères, la volonté des confrères de faire de ce barreau un grand barreau. Autre, un parcours brillant, Léon Laurent Valère laisse derrière lui 5 enfants, dont le chanteur Victor O. Une veillée se tiendra dimanche soir à l'hôtel de la CTM. Le public pourra saluer l'homme une dernière fois lundi à l'église de Bellevue. On poursuit ce journal avec ces images de nouvelles coulées de boue qui ont traversé la commune du Prêcheur. L'alerte a retenti la nuit dernière à 4 h du matin. Les habitants ont dû être évacués, en tout cas ceux qui habitent à proximité de la rivière du Prêcheur et du pont du Prêcheur. Ils devaient regagner aujourd'hui leur habitation, dont la journée. Le phénomène reste placé sous surveillance par les autorités. C'était hier soir au Carbet, une initiative pour lutter contre l'alcool au volant. Un bus a été mis à disposition des fêtards lors d'une soirée carnavalesque. Rebecca Riol et Michelet François ont passé la nuit avec les organisateurs. Regardez. Petit échauffement sur le parking du Carrefour Mao. Avant le début des hostilités, ils révisent les refrains du carnaval. Pas besoin de conduire, ils vont se rendre au Carbet en bus, sans chercher désespérément une place de parking, un choix pratique et responsable. C'est vrai qu'on est une bonne équipe puisque chaque année on fait une team pour la nuit du sport. Donc on est tous ensemble et là le fait qu'on puisse partir comme ça sur nos voitures et tout, c'est vrai que ça nous avantage. Il vaut mieux prendre ses précautions et il y a un truc organisé là pour les bus et tout machin. Donc autant prendre le bus plutôt que sa voiture, risque un accident, on contrôle tout ça. On a consommé beaucoup d'alcool avant et que là maintenant on prend le bus. Et celui qui boit ne conduit pas. Premier arrêt à Casse-Pilote, un groupe à pied a rejoint les carnavaliers et la pression monte. Tout au long du trajet, les plus timides se lâchent dans le bus. Une fois arrivé sur la plage du Carbet, la température est à son paroxysme. Et nos fêtards se mêlent à une foule en liesse. 5 h du matin, rentrée en toute sécurité, mission accomplie, la fatigue se lit sur les visages. Heureusement qu'ils n'ont pas pu prendre le volant. Ça nous a évité de prendre la route, voilà. Nous sommes arrivés, donc on rentre chez nous tranquillement, sereinement. On ne pensait pas qu'on aurait rempli le bus. Finalement, on a dû recaler du monde parce qu'on a eu de la demande à la dernière minute. Tout le monde était fatigué à la fin de la soirée. Et puis on est tous bien rentrés. C'est ça le mot le plus important. Parce que, en gros, on voulait sensibiliser à la sécurité routière. Celui qui boit ne conduit pas. On avait un super bon chauffeur. Tout s'est bien passé, on est bien rentrés. Oui. Trajet, nourriture et boissons à volonté. Pour seulement 20 €, ils ont bien rentabilisé leur investissement. Voilà pour cette belle initiative. Restez avec nous à suivre la suite de votre journal. Nous irons en Guadeloupe où des cadres du club FC Rennes étaient de passage au stade du Lamentin pour une séance de détection. Du football en Martinique avec la rentrée des Matininos, la sélection de football de Martinique a un nouvel entraîneur et puis rencontre avec des passionnés de Bradjack. Ils ont présenté leur engin à Hubert Bornil. Vous le verrez dans votre JT des communes. Mais d'abord, direction la Guyane où le carnaval est également d'actualité en ce moment. Ce soir, découverte du groupe Paganon, présent tous les samedis à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à l'ouest du pays, pour les fameuses soirées Touloulou. Le reportage de Christ Laure Phillips.
Grâce à Paganon, Saint-Laurent a retrouvé ses balles parées masquées, une opportunité rendue possible grâce au dévouement de Franck Thomas qui nous explique sa démarche. Chaque année, nous essayons de pouvoir faire perdurer ce carnaval à Saint-Laurent du Maroni pour éviter que tout un chacun puisse aller à Cayenne. Et donc, effectivement, il y a une grosse demande. Et nous demandons tout simplement à la population de participer et je sais qu'elle va participer. Et même si Orlan Jatfar, Francis Nugent et les autres musiciens de la formation retrouvent avec plaisir leur public, la chanteuse n'hésite pas à faire respecter la tradition en insistant sur la présence des Touloulous. Et c'est vrai que dans l'Ouest, on s'amuse différemment. C'est pas pareil, c'est plus convivial, ça garde son authenticité et c'est pourquoi on tient avec Paganon à garder justement, à préserver ou en tout cas perdurer les balles parées masquées à Saint-Laurent. Donc je leur ai interdit de danser si elles n'étaient pas masquées. Et ce soir, elles seront là, elles seront masquées parce qu'elles avaient tellement envie de danser, elles étaient frustrées parce qu'elles n'avaient pas le droit de danser. Moi, je tiens à préserver la tradition. Il n'est pas question qu'une femme non masquée danse au Koumarou Lounge avec Paganon. Il n'en est pas question. Les Touloulous de l'Ouest peuvent désormais s'amuser en toute sécurité sans devoir affronter la route pour retrouver la chaleur des soirées parées masquées. Ça m'est arrivé de devoir aller à Cayenne, c'est trop dommage. On trouve pas trop génial que ça se passe à Saint-Laurent. La démocratisation de notre carnaval n'en est qu'à ses débuts, des débuts bien prometteurs. Carnaval toujours en Guadeloupe, celui des tout-petits. Regardez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe à l'occasion d'un défilé d'une école du Gosier. À l'école de Grandbois, tout a été pensé pour ce dernier jour d'école. Au rythme du groupe Ticano, les élèves ont fièrement exhibé leurs costumes. Le chapeau, il est représenté grâce à l'école parce qu'ils l'ont repeint avec plusieurs couleurs et on a essayé de représenter ça dans un costume avec plusieurs couleurs. En aquarelle de toutes les couleurs, multicolores. Alors qui t'a aidé à faire ton costume? Ma cousine et ma tante. Après cet intermède musical, chaque élève a pu déguster de bons beignets faits maison. Tout à fait, on a essayé de préserver les traditions à l'école, la tradition du défilé, mais aussi la tradition du beignet, que les enfants voient un peu c'est quoi le beignet antillais, tout simplement. Des habitudes qui séduisent chaque année un peu plus les parents d'élèves. Oui, tranquille, comme d'habitude. L'école de Grandbois organise toujours quelque chose pour les enfants et puis bon, ça se passe toujours bien. Voilà, il y a le petit goûter et tout. La veille des vacances, c'est bien. Les vacances de carnaval débutent ce soir et s'achèveront le 22 février prochain. Et on reste en Guadeloupe, le Stade Rennais à la rencontre des jeunes footballeurs du Stade Lamantinois pour une séance de détection. Donc c'est un accord entre les deux cadres qui permettent à ces deux clubs de détecter de nouvelles recrues. Voyez ce reportage d'ATV Guadeloupe, reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Quand le Stade Lamantinois et son homologue rennais s'associent, ça donne une séance de détection des U10, U11, réunissant une quarantaine de footballeurs en herbe venus de toute la Guadeloupe. On a fait une première année où on a appris à se connaître avec le Stade Rennais et cette première année a été concluante.
Donc on est reparti pour un cycle de 3 ans qui nous permettra justement de continuer ce travail de détection que nous mettons en place. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons maintenant les détections de plus en plus tôt, car ça permet justement aux enfants d'avoir un suivi régulier. Car le Stade Rennais vient 2 fois par an, il vient en février et en octobre. Donc les garçons qui sont vus aujourd'hui, les 2007-2008, sont encore revus en octobre. C'est vrai que c'est un partenariat qui a débuté maintenant il y a 2 ans. Et on a eu les fruits avec le petit Bélocian, né en 2005, qui s'est engagé avec le Stade Rennais. Il y a beaucoup de garçons qui ont du potentiel ici. Et après, maintenant, il y a la culture du foot qui est bien présente, on le sent. Après, il y a la culture de l'effort. Ça, c'est notre domaine à nous, puisqu'il faut qu'on les amène aussi à réfléchir sur le sport de haut niveau. Mais on a découvert aujourd'hui des garçons qui vraiment nous ont titillé l'œil, on va dire comme ça. Pour ces futurs professionnels du ballon rond, l'occasion est toute trouvée de s'adonner à leur passion, mais pas que. Je veux être footballeur parce que c'est ma passion et je voulais transformer cette passion en réalité. Ce stage est une chance pour moi de peut-être partir jouer en France au Stade Rennais. Ça représente peut-être une opportunité de partir à Rennes et de m'améliorer sur mes défauts. Je joue tous les postes, mais j'ai une préférence pour jouer sur les côtés à droite. Mon poste, c'est gardien. J'ai participé à ce stage parce que je voulais partir, aller jouer en France, à Rennes, et je veux devenir professionnel. Le Stade Rennais reviendra donc courant octobre pour poursuivre sa détection de talents. En attendant, le Stade Lamantinois intensifiera les séances de perfectionnement avec ces jeunes en vue de leur intégration au centre de formation de l'équipe rennaise dans quelques années. Et on reste dans l'actualité du ballon rond avec la rentrée de la sélection de football de Martinique. Après une année 2017 chargée, marquée notamment avec la Gold Cup, les Matininos ont retrouvé le chemin de l'entraînement animé par un nouveau sélectionneur, José Lechertier. Retour sur le terrain pour les Matininos. Et pour ce premier entraînement, 28 joueurs de Régional 1 et 2 de Régional 2 étaient convoqués. C'est une bonne chose, puisque ça montre que tout le monde peut avoir sa chance pour être en sélection. D'autant plus que ce sont de bons joueurs. Donc il y a un mélange d'anciens, de nouveaux, de ceux qui étaient déjà là, qui n'ont pas pu revenir et tout. Donc c'est pas mauvais. Donc ça va nous permettre d'avancer et puis de voir où est-ce qu'on peut aller avec tout ça. On a une bonne préparation à faire pour une compétition qui va s'annoncer très difficile. Donc après, on va travailler de toute façon pour réduire au maximum le risque d'erreur. On en fera, mais il faut qu'on en fasse le minimum. La sélection de la Martinique entend faire mieux que lors de la Gold Cup l'an dernier. Pour ce faire, le staff des Matininos s'est renforcé avec tout nouveau manager général, Frédéric Picon. Fort de ses contacts, il entend permettre aux Matininos de se renforcer avec des Martiniquais évoluant dans l'Hexagone ou encore en Europe. C'est une tâche ardue, mais c'est une tâche plaisante avec un objectif plaisant. La plupart des entraîneurs et la plupart des dirigeants qui sont dans le football français, je les connais à peu près tous. Et puis, ce qui nous aide en plus, c'est qu'il y aura les dates FIFA qui seront calquées sur nos compétitions de la Caraïbe. Et ça nous donnera un plus si on arrive justement à avoir tous ces joueurs. C'était également la rentrée des classes pour le tout nouveau coach de la sélection, Mario Boccali. Exigeant et rigoureux, il vise l'excellence. Former un groupe pour justement tenter de se qualifier pour la Gold Cup 2019 et aussi avec la nouvelle compétition qu'on appelle la Ligue des Nations de la CONCACAF, tenter de rentrer dans le groupe A puisque c'est le groupe avec les meilleures équipes. L'entraînement est essentiellement basé d'abord sur une prise de contact au terrain, un travail technique et puis un peu de coordination et puis du jeu pour terminer. Première grosse échéance pour les Matininos, la Ligue des Nations. Elle débutera après la Coupe du Monde en juin prochain. Objectif, qualification pour la Gold Cup. Sport toujours, on va parler de l'une des plus importantes compétitions de nautisme en Martinique et dans la Caraïbe. L'une des plus importantes compétitions de nautisme en Martinique, lorsque l'on parle de voile, c'est évidemment la Semaine nautique internationale de Schellcher. Notre invité ce soir, Michel Zoub, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le chargé de communication de cette Semaine internationale nautisme qui commence aujourd'hui avec notamment la poursuite des inscriptions. Tout à fait. Cette épreuve se déroule pour la 28e édition en Martinique.
Et on a toujours en prélude un certain nombre de choses, dont les inscriptions, bien sûr, qui se poursuivront demain matin. Et le départ des premières courses sera pour donc demain à partir de 14h sur le plan d'eau de Lens-Madame. Alors vous attendez cette année 150 participants avec à peu près 70 invités. Est-ce qu'il y a notamment des compétiteurs qui vont participer avec un niveau international? Alors, parmi les compétiteurs, justement, il y a une équipe de planche à voile qui a été déterminée l'an dernier donc, sur les championnats de France, donc minimes 2017. Ce sont les podiums du championnat. Donc, parmi eux, il y en a certains qui sont titrés sur le plan mondial, puisque lors d'un championnat du monde des moins de 15 ans ou des moins de 17 ans, il y a une médaille de bronze ou un vice-champion du monde. Donc, il y a du beau monde sur le plan d'eau de Lens-Madame. À côté d'eux, bien sûr, il y a aussi un groupe Optimis qui vient de Métropole, qui compte aussi parmi les meilleurs de l'année 2017 et qui devrait amener quand même pas mal de confrontations intéressantes. Il y a également les étrangers, puisqu'il y a une équipe qui vient d'Antigua, par exemple. Et là aussi, chaque année, les Antigua démontrent des qualités très, très bonnes. Donc, un beau spectacle en perspective. Alors, ça fait la 28e année consécutive que l'on a cette compétition en Martinique. Par rapport aux autres compétitions qui sont notamment dans le calendrier, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Oui, bien sûr, le calendrier est un petit peu chargé, mais la semaine nautique est un instant privilégié pour les jeunes martiniquais, dans la mesure où ça leur permet de prendre des repères par rapport à leurs concurrents, notamment métropolitains, qui vont retrouver lors des championnats de France de l'année 2018. Donc c'est un instant privilégié pour faire le point, pour orienter aussi le reste de la préparation avant le départ au mois de juillet ou au mois d'août. Alors, la voile, c'est un sport qui côtoie ici d'autres sports du nautisme en Martinique, où les Martiniquais, évidemment, sont très tournés vers la mer. Quelle est, selon vous, la place de la voile ici en Martinique? La voile, bien sûr, tout le monde fait le parallèle avec les yawls. Moi, je parle plutôt de voile traditionnelle, c'est-à-dire les yawls et les gommiers. Et il est évident que c'est un monde qui devrait être réuni et non pas séparé, puisque nous fonctionnons tous avec un seul moteur, le vent. Donc j'espère qu'un jour, on pourra battre tout ce beau monde ensemble. Nous avons aussi, depuis janvier 2017, le kiteboard, donc le kitesurf, qui vient maintenant dans le giron de la Fédération française de voile. Et quand on fait le tour des spots sur la Martinique, il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça devient aussi un phénomène touristique. C'est-à-dire que le kite est maintenant aussi très pratiqué par des gens qui viennent séjourner en Martinique dans l'intention de faire du kite. Alors on va rappeler donc le rendez-vous de demain, donc la poursuite des inscriptions, et avec la première compétition qui commencera. La première compétition démarre donc demain à 14h. Et simplement parmi les participants, je pense qu'il faut regarder un certain nombre de Martiniquais. Malo des Rivières, Clément Martin, par exemple, en laser radial. Kylian Losto, en planche à voile, pour parler que des Martiniquais. Il y a également un certain nombre de pays présents, je tiens à le souligner, comme la Colombie, le Canada, un représentant des États-Unis. Donc là aussi, c'est vraiment des Suisses, des Belges, et puis la Caraïbe avec Saint-Barth, la Guadeloupe. Et nous aimerions avoir plus de participants de Caraïbes. Ce n'est pas tout à fait gagné encore. Il faut encore que nous travaillions efficacement à ce niveau-là. Merci beaucoup, Michel Zoug. Et on va suivre quotidiennement cette semaine internationale nautique de Schellcher qui se déroule donc jusqu'au 13 février. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On poursuit ce journal avec le JT des communes. Alors, direction Rivière-Pilote à la rencontre des passionnés de Bradjack dans votre JT des communes. Ces voitures particulières qui ne passent pas inaperçues lors des défilés carnavalesques. Avec le temps, elles se conforment aux règles de sécurité tout en gardant leur attrait indémodable. Reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Du côté de Bradjack Addict, on nous assure que tout est fait prêt pour le carnaval. Bien sûr, il y a quelques petits détails à assurer, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, tout le monde se dit prêt à faire péter.
Elle passe difficilement inaperçue. Les Bradjaks, ce sont ces engins à 4 roues, généralement très bruyantes, et véhiculant des propos obscènes ou des images à caractère pornographique. Il y a des thèmes qu'on a en ville. En ville, c'est tout ça qui thème sous féerique, tout ça qui fait Disney, etc. Et puis bien sûr le thème d'actualité de la semaine dernière, donc la fille du Vauclin, avec le Manicou qui est présent là. Mal aimées dans l'ensemble et pourtant elles ont su résister au temps. Ça a fini en œuvre d'art. Par rapport à avant, c'est pas les mêmes bagages là. Avant c'était l'auto, cochon, machin. Bien qu'il y ait toujours, mais façon de dessiner, l'auto la plus belle, tout ça qui a venu ici, il gagne toujours les premières photos, parce que c'est pas bail de tous côtés, c'est un bail unique, on y est là. Bradjak Addict, c'est sous ce nom que ces fanatiques de la voiture de carnaval se sont regroupés, une seule véritable mission, se faire plaisir, frimer et tant pis pour les détracteurs. Il y a des rafoutés bordel, il ne pas comprendre ça, donc c'est tuer ou pas tuer. Mais nous avons fait en sorte que la paix reste là, nous avons mis des choses en place et puis les comités carnaval. Justement, nous avons mis la journée de la Bradjak le mardi gras à Basse-Pointe. Donc c'est une journée qui a toute bagarre exposition, la peinture à sous Bradjak, qui s'occupe encore. Défilé Bradjak, voilà, nous avons essayé de mettre des bails en place pour ça perdurer dans l'année. Bradjak, c'était quoi? C'était prendre le véhicule, pas de papier, enlever les portes, les gens débarquaient sous la route, enlever le capot, la voiture n'était pas là. Mettez l'huile friture. Quand elle mourait, on laisse ça sous la route, la commune va se recharger, maintenant c'est pas le cas. On doit assurer, contrôle technique, elles sont en règle, donc il faut nous comprendre aussi, on aime s'amuser. Quoi qu'on dise, la Bradjak est devenue un élément de notre carnaval. Incontournable, là, je ne sais pas trop. Mais en attendant, ces voitures gardent leur objectif initial, attirer l'attention. Comme on peut le voir du côté de Bradjak Addict, tout est prêt pour ce carnaval 2017. Nous avons dans Bradjak Show et puis surtout à la parade de Basse-Pointe. Basse-Pointe qui a un gros bagaille. Ça, la Bradjak Day, le mardi gras de la Bradjak. Cette information pratique à présent, rendez-vous demain avec toute l'équipe de l'EFS Martinique entre 8h et 13h au centre commercial La Galeria pour vos dons du sang. Donc entre 8h et 13h au centre commercial La Galeria avec l'équipe de l'EFS Martinique. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous entier PA présenté par Régine Germani. À tout à l'heure. Vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.